La porte céda avec un soupir grave, comme si l'appartement lui-même refusait de révéler ce qu'il cachait. Le lieutenant Julien Moreau, fraîchement transféré de la province vers Paris, resta immobile sur le seuil, la main encore posée sur le battant capitonné de cuir sombre. Derrière lui, le serrurier municipal attendait, essuyant ses doigts sur sa veste, tandis qu'un silence oppressant s'écoulait lentement dans le couloir. Puis, quelque part dans les profondeurs du logement, un gémissement étranglé brisa le calme. Ce n'était pas humain. C'était le cri aigu d'un caniche enfermé trop longtemps dans l'ombre. « On entre » murmura Moreau, sans hausser la voix. L'air qui s'échappa de l'intérieur était lourd, chaud, chargé d'une odeur acide qui piquait la gorge. Une odeur que le lieutenant connaissait déjà, même s'il refusait encore de lui donner un nom. Il alluma sa lampe torche. Le faisceau fendit l'obscurité et révéla un monde qui n'appartenait pas à la vie ordinaire. Des meubles anciens, massifs, parfaitement cirés, des tapis persans aux motifs complexes, et sur les murs, des dizaines de photographies en noir et blanc. Des femmes, jeunes, sublimes. Leurs regards semblaient vivants, figés dans un instant d'éternité. Cet appartement appartenait à Étienne Valois, le photographe, une légende dans certains cercles. On disait que passer devant son objectif ouvrait les portes de Paris, de Milan, de la gloire. Il photographiait les épouses de ministres, les actrices, les héritières. Son nom circulait dans les salons feutrés comme un mot de passe vers un autre monde. « Personne ici, mon lieutenant », annonça l'agent municipal après avoir inspecté le salon. « Juste le chien. » Mais Moreau ne répondit pas. Il sentait que quelque chose respirait encore entre ces murs, quelque chose d'invisible. L'odeur le guidait, elle s'intensifiait à chaque pas. Il avança dans le couloir étroit, ses chaussures résonnant faiblement sur le parquet. Puis il vit la lumière, une lueur rouge, sourde, qui filtrait sous une porte entr'ouverte au fond, la porte du laboratoire. Étienne Valois ne développait jamais ses œuvres ailleurs, c'était son sanctuaire. Moreau poussa la porte du bout du pied. La pièce ressemblait à une chapelle profane. La lampe rouge suspendue au plafond baignait tout dans une pénombre sanglante. Des étagères entières couvertes de flacons, d'acide, de révélateurs. Et au centre, la baignoire. Elle était remplie d'un liquide sombre, presque noir. Et dans ce liquide reposait un corps. Un homme massif, immobile, vêtu d'un peignoir de velours désormais collé à sa peau comme une seconde chair. Ses mains pendaient dans le vide, ornées de bagues en or. Mais ce n'était pas cela qui glaça le sang du lieutenant, c'était le visage, ou plutôt l'absence de visage. La matière semblait avoir été effacée, dissoute, comme si la réalité elle-même avait refusé de conserver ses traits. Pourtant, Moreau savait déjà qui c'était. Étienne Valois, l'homme qui avait capturé la beauté toute sa vie, venait de disparaître dans sa propre obscurité. Le lieutenant s'approcha lentement. Sur la surface du liquide flottaient des photographies. Des dizaines. Il en attrapa une du bout des doigts. Ce n'était pas un portrait glamour, c'était celui d'une jeune femme. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une peur primitive, sa bouche entr'ouverte dans un cri silencieux. Elle regardait l'objectif comme on regarde un bourreau. Moreau comprit alors. Quelqu'un avait voulu que Valois parte entouré de ses propres œuvres, quelqu'un qui savait, quelqu'un qui avait attendu. Mais pour comprendre pourquoi cet homme était mort ainsi, il fallait remonter 6 mois en arrière, à l'instant précis où une étudiante ordinaire nommée Claire Dubois avait franchi une porte qui ne menait pas vers la gloire, mais vers l'abîme. Avril 1989. À Paris, les rêves étaient rares comme les produits importés qu'on cachait derrière le comptoir, et Claire Dubois, 19 ans, n'en avait qu'un seul. Réussir ses examens pour garder sa bourse et acheter à sa mère de vraies bottes d'hiver. Elle travaillait après les cours aux Galeries Lafayette, au rayon tissu, là où l'air sentait la laine mouillée, le savon bon marché et l'impatience. Les clientes parlaient trop fort, les fils n'en finissaient pas, et Claire comptait les mètres de coton mécaniquement, sans lever la tête, comme si chaque journée devait être avalée sans goût. Elle était grande, trop mince pour les standards de l'époque, la peau pâle, les yeux gris presque transparents. Ses cheveux clairs étaient tirés en chignon serré, non par coquetterie, mais pour ne pas gêner ses mains. « 3 mètres pour un peignoir, et dépêchez-vous !» criait une femme en manteau matelassé. Claire obéissait, le dos droit, l'âme ailleurs. Puis, elle sentit ce regard,
Pas le regard collant d'un dragueur, pas celui d'un client pressé, un regard lourd, précis, comme celui d'un chirurgien qui repère l'endroit exact où la lame doit passer. Elle se retourna. À quelques pas, au-delà des épaules et des sacs, un homme se détachait de la foule comme une silhouette étrangère dans une photo de famille. 45 ans environ. Un manteau de cachemire clair, une écharpe de soie, des chaussures trop belles pour ce lieu. Et dans ses mains, un appareil noir, long, sophistiqué, pas un modèle banal. Il ne faisait pas la queue, il observait. Claire fronça les sourcils et au même instant, il leva l'appareil, clic. Aucun flash, mais elle eut l'impression qu'on venait de lui voler quelque chose. « Monsieur, on n'a pas le droit de photographier ici », lança-t-elle en se protégeant derrière un rouleau de tissu. Il sourit, doucement, comme si elle venait de prononcer une phrase charmante. Il s'approcha du comptoir en ignorant les protestations des clientes. « Pardonnez-moi, je n'ai pas pu résister. Ce serait un crime contre l'art. » Sa voix était profonde, veloutée, dangereusement rassurante. Claire voulut répondre sèchement, mais son assurance la désarma. Il sortit une carte de visite, carton épais, lettres dorées, Étienne Valois, photographe. Le nom lui disait quelque chose. À la fac, certaines filles chuchotaient à son sujet comme on chuchote un secret qui brûle. « Je prépare un catalogue pour une maison française très en vue », continua-t-il, en la fixant sans ciller. « Il cherche un visage pur, froid, vrai. Je l'ai trouvé ici, au milieu de la poussière et des fils. Venez demain, 18h, boulevard Haussmann. Quelques photos d'essai. Si je ne me trompe pas, votre vie changera. » Il lut son prénom sur son badge, comme s'il le possédait déjà. Claire serra la carte dans sa paume moite. Elle pensa à sa mère, aux bottes, à l'argent, et à ce mot qui sonnait comme une promesse, Paris. Elle ne voyait pas encore le piège, seulement la porte dorée. Et parfois, c'est justement comme ça qu'on entre en enfer, en croyant monter. Le lendemain, Claire mentit à sa mère en parlant d'une bibliothèque. Puis elle prit le métro avec la carte de visite serrée si fort que le carton lui entaillait presque la paume. Le boulevard Haussmann, à cette heure-là, avait l'air d'un décor réservé aux autres. Vitrines brillantes, portiers immobiles, silence riche. Devant une porte en chêne massif, elle hésita 3 fois, le cœur cognant contre sa gorge, puis elle sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Étienne Valois apparut, impeccable, enveloppé d'une odeur de tabac cher et d'un parfum trop fin pour ce monde. « Ah, voilà notre Cendrillon », dit-il avec ce sourire calme qui donnait l'impression qu'il savait déjà tout de vous. Il la laissa entrer sans lui demander d'enlever ses chaussures, mais il glissa comme une plaisanterie. « Faites attention au tapis, il est perçant, il n'aime pas la poussière. » L'appartement n'était pas un logement, c'était un sanctuaire. Rideaux épais, meubles anciens, lumière tamisée, et partout des portraits en noir et blanc, des femmes superbes, inaccessibles, figées dans une beauté froide. Claire sentit sa petitesse, ses vêtements modestes, son souffle trop bruyant. Elle voulut reculer, mais Valois avait déjà refermé la porte derrière elle, et ce simple clic résonna comme une phrase qu'on ne peut plus reprendre. Ici, on oublie la foule, les fils, les cris. Ici, il n'y a qu'une chose, l'esthétique, murmura-t-il en désignant une grande pièce transformée en studio, avec des trépieds, des lampes, des toiles noires. Son ton changea, presque imperceptiblement, moins charmant, plus précis. Première règle, pas d'improvisation. Vous êtes la matière, je suis l'outil. Il la conduisit vers la salle de bain, brillante, luxueuse, avec un miroir du sol au plafond. Lavez votre visage, pas de traces, je veux du vrai. Claire obéit, l'eau froide lui mordant la peau, et quand elle revint, il l'installa sur un haut tabouret sous un projecteur. La lumière la coupa du reste du monde, l'isolant comme une proie dans un cercle blanc. Ne souriez pas, je ne photographie pas des cartes postales, je veux la tension, le manque, la faim. Pensez à ce que vous supportez chaque jour. Le déclic de l'appareil claqua, sec, régulier, presque autoritaire. Le menton, les yeux. Fixez-moi comme si je vous devais tout. À mesure qu'il parlait, Claire sentit quelque chose basculer.
La peur se transformait en vertige, une sensation d'être choisi, arraché à sa vie grise par la main d'un homme qui se disait artiste. Au bout d'un long moment, Valois baissa l'appareil, satisfait. « C'est rare », souffla-t-il, comme si le mot venait d'un endroit profond. Il ouvrit un tiroir, posa une enveloppe dans sa main. « Un avance, pour que vous compreniez que ce n'est pas un jeu. Après-demain, même heure, nous ferons le vrai portfolio. Il faudra plus de confiance. » Claire hocha la tête, étourdie. En sortant, la ville lui sembla différente, comme si les vitrines la regardaient autrement. Elle ne savait pas encore que cette enveloppe n'était pas un cadeau, mais une chaîne, et que derrière la douceur de Valois, il y avait un mécanisme invisible, prêt à se refermer. Vendredi soir, la pluie froide griffait les vitres du boulevard Haussmann, et Paris ressemblait à une aquarelle grise. Mais derrière les rideaux épais de l'appartement-studio, Valois avait fabriqué un autre climat. Jazz discret, lumière chaude, parfum de cigare, une table dressée comme pour célébrer une victoire. Il l'accueillit en costume noir, trop élégant pour une simple séance, les yeux brillants d'une fièvre contrôlée. « Claire, écoute-moi bien. Tes photos ont fait sensation. On parle de toi. On parle même d'un départ, très bientôt. » Il prononça ces mots comme on verse du miel sur une plaie. Elle sentit ses jambes devenir molles. Elle voulait y croire, parce que croire, c'était respirer. Valois la conduisit devant le miroir, posa ses mains sur ses épaules sans serrer, juste assez pour imposer sa présence. « Regarde, tu n'es plus une vendeuse, tu es une image, et l'image, ça se travaille. » Puis, il laissa tomber la phrase qui changea l'air. Il manque un dernier ensemble, plus libre, plus européen. Rien de vulgaire, évidemment, de l'art. Claire recula d'un pas, la gorge sèche. Valois soupira comme un professeur déçu. « Ne me parle pas de peur. La peur, c'est ce qu'on t'a appris. Moi, je t'apprends la liberté. » Il déboucha une bouteille de champagne, le bruit sec du bouchon claqua comme un signal. Un seul verre, pour la confiance, pour la lumière dans les yeux. Elle refusa d'abord, puis il insista avec une patience trop douce, comme s'il savait que les rêves finissent toujours par céder. Claire porta le cristal à ses lèvres, le goût était vif, puis une amertume discrète, presque d'amande, resta au fond de sa langue. « Voilà, parfait », murmura Valois, et son sourire devint un peu trop immobile. La chaleur monta trop vite, le sol sembla se ramollir, les contours de la pièce se mirent à flotter, comme si la réalité se développait mal dans une cuvette trop chaude. Claire voulut s'accrocher à une chaise, mais son bras ne répondit pas. Elle entendit son propre souffle, lourd, étranger, et le jazz se transforma en bourdonnement lointain. « C'est l'émotion, » dit Valois, mais sa voix n'avait plus rien d'émotif, seulement une précision froide. Claire était là, consciente, et pourtant absente d'elle-même, prisonnière derrière ses yeux ouverts. La porte d'entrée s'ouvrit, des pas, deux silhouettes, des voix d'hommes, sûrs d'elle, habitués à obtenir. Valois reprit son appareil, le déclic retentit, encore et encore, comme si chaque clic serrait une clause invisible. Claire voulut crier, mais sa gorge ne donna qu'un souffle cassé. Elle comprit dans cette seconde interminable que Paris n'était pas une promesse, c'était un décor, et qu'elle venait d'entrer, sans le savoir, dans la scène la plus dangereuse de sa vie. Le réveil ne fut pas un retour à la vie, mais une remontée douloureuse à la surface d'un monde devenu étranger. Claire ouvrit les yeux lentement, comme si ses paupières pesaient des kilos. Le plafond au-dessus d'elle ondulait encore, refusant de rester immobile. Sa bouche avait un goût métallique, sec, et sa tête bourdonnait comme après une chute. Elle ne comprenait pas où elle était, ni combien de temps avait passé. Puis la mémoire revint, fragmentée. Le champagne,
la chaleur, le vertige et le noir. Elle tenta de se redresser. Une douleur sourde traversa son corps, diffuse, incompréhensible. Elle regarda ses vêtements. Sa robe était là, mais mal ajustée, comme remise sans soin. Ses mains tremblaient. Enfin réveillée, dit d'une voix calme. Valois était assis à son bureau, impeccable, rasé, une tasse de café entre les doigts, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Il la regardait non comme une personne, mais comme un résultat. Claire voulut parler, mais sa gorge refusa. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. Valois posa la tasse avec lenteur, savourant le moment. « Tu as été magnifique », répondit-il simplement. Il prit une pile de photographies sur la table et les laissa tomber devant elle. Les images se dispersèrent sur ses genoux. Claire en saisit une, et son cœur cessa de battre pendant une seconde entière. C'était elle, mais ce n'était pas elle. Son regard était vide, absent, son corps immobile comme celui d'une poupée abandonnée. Et autour d'elle, des silhouettes floues, volontairement cachées dans l'ombre. Le message était clair, sans jamais être montré directement. Elle laissa tomber la photo comme si elle brûlait. « Non, ce n'est pas moi », souffla-t-elle. Valois sourit, un sourire sans chaleur. « Bien sûr que si, chaque détail le prouve, et les négatifs sont en sécurité. » Claire sentit le sol disparaître sous elle. « Vous m'avez droguée » murmura-t-elle. Valois haussa les épaules. « Personne ne te croira. Tu es venu ici volontairement. Tu as bu volontairement. Les images racontent leur propre histoire. » Il se leva, s'approcha, assez près pour que Claire sente son parfum et cette odeur chimique qui ne le quittait jamais. « Maintenant tu comprends. Tu es spécial. Et ce qui est spécial a de la valeur. » Claire recula jusqu'à la porte, les larmes brouillant sa vision. « Je vais partir. Je vais tout dire. » Valois éclata d'un rire bref, presque amusé. « À qui ?» demanda-t-il doucement. « À la police? À ton université? À ta mère ?» Il marqua une pause. « Ou veux-tu qu'il reçoive directement les photos ?» Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quelle menace. Claire comprit alors qu'il n'y avait plus de sortie simple. Le piège ne s'était pas refermé avec violence, il s'était refermé avec précision, et elle était désormais au centre. Les semaines suivantes effacèrent Claire plus sûrement que n'importe quelle nuit. Elle continuait d'aller à l'université, continuait de sourire à sa mère, continuait d'exister, mais ce n'était plus qu'une apparence. À l'intérieur, quelque chose s'était brisé sans bruit. Le téléphone sonnait parfois le soir. Une seule phrase suffisait. « Ce soir ». Et elle venait, toujours. L'appartement de Valois devint une seconde réalité, un lieu où le temps ne suivait plus les règles normales. Les rideaux restaient fermés, le monde extérieur exclu. Elle apprit à obéir sans poser de questions. Valois ne criait jamais, il n'en avait pas besoin. Son pouvoir résidait dans ce qu'il possédait déjà. Un matin, après le départ d'invités invisibles, Claire resta seule dans le studio. Valois dormait dans la pièce voisine, sa respiration lourde traversant les murs comme un rappel constant de sa présence. Elle nettoyait mécaniquement, ramassant les verres, essuyant les surfaces, effaçant les traces d'une nuit qu'elle refusait de nommer. C'est alors qu'elle entra dans le laboratoire. L'air y était plus froid, saturé d'odeurs chimiques. Elle déplaça un flacon pour nettoyer dessous, et son regard s'arrêta. Une des carreaux du mur n'était pas parfaitement alignée, un détail presque invisible. Son cœur accéléra. Elle regarda vers la porte. Le silence persistait. Lentement, elle posa ses doigts sur la surface et poussa. Le carreau céda légèrement. Derrière, une petite cavité, un coffre. Ses mains tremblaient. Elle tourna les chiffres presque au hasard, rien, puis elle se souvint d'une phrase que Valois répétait souvent, fier de lui-même, évoquant une récompense reçue à Paris. Elle entra l'année. Un déclic. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait ni argent ni bijoux,
seulement des enveloppes épaisses et un carnet. Elle l'ouvrit. Des noms, des dates, des descriptions froides, des initiales, et soudain son propre nom, écrit avec la même précision que les autres. Claire sentit le sang quitter son visage. Elle comprit que ce n'était pas une exception, elle n'était qu'une ligne de plus dans un registre, une parmi d'autres. Elle fouilla une enveloppe. À l'intérieur, des négatifs, des silhouettes, des visages, certaines expressions figées dans une peur muette. Ce lieu n'était pas un studio, c'était un piège répété encore et encore. Claire referma lentement le carnet. Une pensée nouvelle naquit, claire, froide, inévitable. Personne ne viendrait la sauver. Personne ne viendrait arrêter Valois, parce que Valois avait construit son pouvoir précisément pour empêcher cela. Et pour la première fois depuis cette nuit, Claire ne ressentit plus seulement de la peur, elle ressentit autre chose, quelque chose de plus dangereux, une décision silencieuse. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant le silence respirer autour d'elle. Chaque seconde semblait peser davantage, comme si le temps lui-même attendait ce qu'elle allait faire. Elle savait désormais que le carnet et les négatifs n'étaient pas seulement des souvenirs, ils étaient des chaînes. Tant qu'ils existaient, Valois existait au-dessus d'elle, et tant qu'il existait, elle ne serait jamais libre. Le lendemain, elle revint à l'appartement comme d'habitude. Valois était de bonne humeur, presque léger. « Ce soir, nous travaillerons tard, dit-il, sans la regarder, comme on parle d'une habitude ordinaire. » Elle hocha la tête, baissa les yeux, joua son rôle. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Elle entra dans le laboratoire plus tôt que lui. Les flacons étaient là, alignés comme des soldats. Les étiquettes portaient des symboles qu'elle avait appris à reconnaître sans vraiment les comprendre. Elle en prit un, observa le liquide immobile à travers le verre sombre. Valois disait toujours que la chimie était une forme de vérité, que tout révélait sa vraie nature lorsqu'il était plongé dans la bonne solution. Elle remit le flacon en place, mais son esprit avait déjà trouvé sa réponse. Plus tard, Valois entra, referma la porte derrière lui. La lampe rouge s'alluma, plongeant la pièce dans cette lumière irréelle, celle qui transformait tout en ombre et en secret. « Regarde !» dit-il en sortant une bande de négatifs du coffre, fier, possessif. « C'est ça l'éternité. » Claire s'approcha lentement. Elle pouvait entendre sa respiration, voir la nuque vulnérable, si proche. Il ne la craignait pas. Il ne l'avait jamais crainte, parce qu'il ne l'avait jamais vue comme une menace, juste comme une image, juste comme une chose. « Tu comprends maintenant, murmura-t-il, tu fais partie de mon œuvre. » Claire regarda les négatifs dans sa main, puis elle regarda la pièce autour d'elle, l'air, les murs, la lumière rouge, tout ce qui avait été témoin de sa destruction. Et elle comprit une chose simple, certaines prisons ne peuvent pas être ouvertes, elles doivent être détruites. Valois se pencha sur la cuve, absorbé par son geste, sûr de lui, sûr de son monde. Claire fit un pas en arrière. Son cœur battait lentement, avec une clarté nouvelle. Elle ne tremblait plus. Elle savait déjà que, dans quelques minutes, tout changerait. Pas le passé, mais le futur. Quand tout fut terminé, le silence revint comme une couverture froide. Claire resta immobile au milieu du laboratoire, respirant à travers le tissu serré contre son visage. La lumière rouge continuait de brûler doucement, indifférente. Devant elle, la baignoire contenait maintenant le secret que personne ne devait comprendre. Elle détourna les yeux. Il n'y avait plus rien à voir. L'homme qui avait construit ce royaume de peur n'était plus qu'une absence. Mais le plus important n'était pas là. Le coffre était ouvert. Claire s'agenouilla, sortit le carnet, les enveloppes, les négatifs. Chaque feuille représentait une vie brisée, un silence forcé. Elle les serra contre elle, puis se leva et quitta le laboratoire. Dans le salon,
La cheminée attendait. Elle alluma le feu avec des gestes lents, précis. La première page brûla rapidement, les noms se tordant dans les flammes avant de disparaître. Une à une, elle les laissa partir. Les négatifs fondirent, se recroquevillant comme s'ils résistaient jusqu'au bout. L'odeur du plastique brûlé emplit la pièce, mélange amer de vérité et de libération. Claire ne pleura pas. Les larmes appartenaient à celle qu'elle avait été autrefois. Quand tout fut réduit en cendres, elle resta un moment à regarder le feu, s'assurant qu'il ne restait rien, rien qui puisse la retenir, rien qui puisse la rappeler. Elle remit son manteau, passa la porte sans se retourner. L'escalier était vide. La rue respirait la pluie et la nuit. Paris dormait, ignorant ce qui venait de disparaître derrière une porte fermée. Claire marcha sans courir. Dans sa poche, il ne restait qu'une chose, elle-même. 2 jours plus tard, le lieutenant Julien Moreau signa un rapport simple. Accident domestique, exposition fatale à des produits chimiques. Rien d'inhabituel pour un homme qui travaillait seul. Le dossier fut classé. Le nom d'Étienne Valois resta dans les journaux comme celui d'un artiste disparu trop tôt. Claire, elle, quitta Paris peu après. Dans une autre ville, elle construisit une autre vie, silencieuse, ordinaire. Elle ne posa plus jamais devant un objectif. Elle évita les miroirs trop longs, les lumières trop rouges. Mais parfois, la nuit, elle se réveillait en entendant un déclic imaginaire, et elle se souvenait. Non pas de la peur, mais du moment précis où elle avait cessé d'être une victime et était devenue quelqu'un d'autre.